Lundi prochain, le 8 mars, sera la journée internationale des droits des femmes. Un rendez-vous issu de l'histoire des luttes féministes menées à travers le monde, officialisé en 1977. Un combat toujours d'actualité. Pour en parler avec nous, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes. C'était entre 2012 et 2014. Bonjour. Alors en 2021, que représente encore pour vous cette journée ? Bon, d'abord, c'est la journée internationale des droits des femmes et pas, comme je l'entends trop souvent, la journée de la femme. Alors, je crois qu'en anglais, c'est International Women's Day, la journée des femmes. Exactement. Et en France, parce qu'il y a des femmes et pas une femme. Et puis, c'est bien de rajouter des droits des femmes parce qu'au fond, c'est surtout une journée pendant laquelle on évoque tous les progrès qui restent à faire. Et je me souviens, quand j'étais ministre des droits des femmes, j'avais un slogan qui me tenait à cœur, qui disait la journée des droits des femmes, c'est tous les jours, c'est pas que le 8 mars. Le 8 mars, ça doit être tous les jours de l'année. Donc, objectivement, il faut que ce soit une journée pendant laquelle on met en lumière ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand vous dites ça, ça veut dire que le jour où cette journée disparaîtra finalement, c'est que les femmes auront gagné leur combat ? Oui, ça veut surtout dire que si le 8 mars, comme je l'ai vu par exemple, tiens, à l'Assemblée nationale, de façon exceptionnelle, on va faire présider l'Assemblée par une femme pour changer, ou ailleurs, ouais, on va soudain se mettre à vanter les mérites des femmes, puis que le 9 mars, on oublie tout ça et qu'on en revient aux bonnes vieilles habitudes inégalitaires, ben, on n'a rien changé, quoi. Donc, en fait, ça doit être une journée de mise en lumière, mais c'est tout le reste de l'année qu'on doit travailler à cette égalité. En tout cas, cette journée, Camille, c'est l'occasion de revenir sur les lois misogynes qui, ces dernières décennies, disparaissent progressivement, trop progressivement, oui, trop lentement. Certainement trop lentement. En tout cas, on va revenir sur ces aberrations, ces inégalités, et on part de loin, puisque dans le Code civil de 1804, la femme, elle devait tout simplement obéissance à son mari. Et il y a encore quelques décennies, on a retrouvé dans nos archives en 1965 une femme qui était encore plutôt d'accord avec ça. Pour le ménage, pour les décisions, pour beaucoup de choses, pour les enfants. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. Alors, heureusement, c'est pas elle qui s'est chargée de l'évolution des droits de la femme en France. Donc, après les deux grandes guerres, les mouvements féministes qui naissent, et puis vient la libération féminine, le premier pilier qui tombe, l'interdiction faite aux femmes de voter. Elles obtiennent ce droit en avril 1944 et un an plus tard, elles vont aux urnes. Et les bureaux de vote sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Bon, en 1945, vous l'entendez, une femme, c'est une gentille maman ou bien la femme d'eux. Najat Vallaud-Belkacem, en 1944, les femmes deviennent éligibles, électrices. La politique se féminise, mais c'est toujours un milieu très dur pour les femmes. Pour quelles raisons ? Vous parlez d'aujourd'hui ? Oui. Parce que aujourd'hui, même après les lois sur la parité, même après les progrès juridiques considérables qui ont été faits, par exemple récemment en 2014, au-delà de la parité, on a dit tiens, les élections pour les départementales devront se faire avec des binômes hommes-femmes, tout ça. Ayant pour objectif finalement de pousser en avant des femmes qui restent minoritaires dans le paysage politique. Donc malgré toutes ces avancées-là, en fait les femmes aujourd'hui encore apparaissent comme des outsiders de la vie politique et pas des insiders. On les regarde toujours avec des yeux un peu différents, comme si elles étaient des ovnis, comme si finalement la politique ça restait d'abord une affaire d'hommes. On les juge comme ça, et c'est la raison pour laquelle quand vous voyez des papiers de presse écrits sur les femmes, par exemple, on va beaucoup plus commenter leurs caractéristiques physiques ou vestimentaires que le contenu de leur discours. On attend d'elles des choses qu'on n'attend pas des hommes. Et donc, en fait, le fait d'être ainsi perçues comme des outsiders fait que d'abord, elles sont beaucoup plus humbles dans le rapport à la politique. Donc, par exemple, souvent, après une défaite électorale, vous les voyez quitter la politique. Et tout ça fait qu'en réalité, elles ont moins prise avec la politique encore aujourd'hui. Camille. Est-ce que pour 2022, vous imaginez, vous espérez, vous appelez de vos voeux que plus de femmes se présentent ? Ah oui, si bien oui, sûr. À qui est-ce que vous pensez ? Non, mais de manière générale, moi, j'appelle de mes voeux une présence massive des femmes en politique, et pas seulement, dans le monde économique, dans le monde syndical, dans le monde associatif. Mais en politique, pourquoi ?
Parce qu'il y a un effet seuil en quelque sorte. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas suffisamment nombreuses, vous n'êtes pas regardées comme finalement une normalité. Vous continuez à être regardées comme cet ovni, cet outsider que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque, et les études le démontrent, quel que soit le cercle, il faut au moins 30% de femmes autour de la table pour qu'on commence à les écouter pour ce qu'elles ont à dire et pas à les regarder pour la couleur jaune de leur pull, vous voyez. Donc 30%, ça veut dire que il en faut beaucoup plus parce qu'on n'y est pas. On l'a dépassé s'agissant de l'Assemblée nationale, mais on n'y est pas dans tous les autres cercles électoraux. Donc, et l'idéal, évidemment, serait que l'exemple soit montré de tout en haut et que nous ayons enfin une présidente femme. Ça va de soi. Mais ça va mieux en le disant. Camille, après le droit de vote, place à l'émancipation de la femme mariée. Oui, et ça c'est en 1965, la loi du 13 juillet 1965 précisément, qui donne donc de nouveaux droits à la femme mariée, parce que avant cette loi, à la banque, ça se passait comme ça. Pardon monsieur, Bonjour, je madame. voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale. Voilà, l'autorisation maritale. Avec cette loi, la femme peut ouvrir un compte en banque toute seule. Elle peut travailler sans le consentement de son mari. Tu peux signer ton chèque maintenant, tu vas tout seul, sans prévenir. Alors maintenant, la femme peut gérer ses biens, c'est-à-dire si elle possède soit des immeubles, soit des propriétés, elle peut les faire sans l'avis de son mari. C'était pas il y a 2 siècles, ça c'était il y a 35, 40 ans. Ouais. Ça vous fait réagir? Non, puis surtout, il faut se souvenir qu'il y a des pays dans lesquels c'est toujours comme ça, surtout. C'est vrai. Surtout. À l'échelle du monde, c'est plus de 2 milliards de femmes qui ne sont pas autorisées à travailler légalement sans l'accord de leur mari. Donc c'est quand même une réalité. Pour nous, donc, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est la base de toute indépendance économique, de toute autonomie et de toute en réalité réelle dignité de l'être humain. Donc heureusement qu'on est passé par là. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, parce que pour autant... C'est quoi la prochaine étape pour vous? Si on reprend, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est toujours intéressant de reprendre le fil de l'histoire. En fait, en France, moi je considère qu'on est déjà passé par 2 générations de combats remportés pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La première génération, c'est celle qui a consisté à effacer de la loi toutes les discriminations faites aux femmes, typiquement celles qu'on vient de voir. Voilà, il n'y a plus de discrimination légale, quand on regarde nos textes aujourd'hui, faite aux femmes. La deuxième génération, ça a été dans les années 70, 80, 90, c'est celle qui a consisté à accorder aux femmes des droits spécifiques liés à leurs conditions de femmes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait beau avoir effacé les discriminations, elles persistaient à n'être pas présentes en politique, à ne pas pouvoir vraiment gérer leur carrière professionnelle comme elles le voulaient parce qu'elles ne maîtrisaient pas les naissances, etc. Donc, dans les années 70, droits spécifiques, IVG. Dans les années 2000, droits spécifiques, parité en politique. Enfin, des droits vraiment qu'on vient rajouter. Et là, nous en sommes à la 3e génération de combat pour l'égalité femmes-hommes. C'est la génération de la culture, c'est de l'évolution des mentalités, qui passe évidemment par l'éducation dès le plus jeune âge, le fait de défaire un certain nombre de stéréotypes qui enferment les femmes et les hommes dans des rôles préconçus, qui passe par la culture aussi, ce qu'on voit au cinéma, ce qu'on voit à la télévision, la présence des femmes dans les médias. Des choses comme ça. Et disposer de son corps, Camille, c'est aussi la suite donc, du combat féministe. Vous en parliez, Najat Vallaud-Belkacem. Le système patriarcal s'effrite. 67 droits de recourir à la contraception pour les femmes, le droit à l'avortement en 75. Et dans la lignée de Simone Veil, vous allez la voir dans cette archive en 74 à l'Assemblée nationale quand elle défend son fameux projet de loi. Vous avez renforcé aussi le droit à l'avortement en supprimant la notion de détresse pour pouvoir avorter. En ce moment, des députés essayent aussi d'allonger le délai de 12 à 14 semaines et ce n'est pas simple. En 2021, le droit à l'avortement, ce n'est pas encore un acquis pour les femmes en France ? Non, il suffit pour s'en convaincre de voir la réalité de ce droit à l'avortement, notamment lorsque vous voyez pulluler les sites vous dissuadant au contraire de recourir à un avortement. Et ce type de désinformation, de culpabilisation des femmes, et donc du coup derrière, concrètement sur le terrain, de professionnels qui refusent d'exercer de telles IVG, de militants qui s'auto-appellent pro-vie, qui viennent vous empêcher d'accéder à des centres d'avortement, etc. C'est ça la réalité. Donc
Un droit, pour qu'il s'exerce, il ne suffit pas qu'il soit écrit dans la loi. Il est écrit dans la loi aujourd'hui, assorti d'un grand nombre de conditions, de calendrier, comme vous l'avez dit, etc., qu'il s'agit avec le temps de reconsidérer. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même position sur ces sujets que dans les années 70. Donc c'est normal que des députés cherchent à adapter finalement cette législation. Et surtout, au-delà de l'adaptation juridique, la question c'est dans la réalité comment ça se passe. Et donc dans la réalité, il faut être extrêmement sévère contre toutes ces structures qui vous culpabilisent et qui vous empêchent finalement de faire valoir votre droit. Parmi les étapes clés de l'histoire, la liberté de s'habiller. Ça, c'est important. Oui, alors ça peut paraître un peu plus anecdotique, mais tout de même, parlons-en. Ça fait partie de la lutte pour les femmes. Une loi de 1800 interdisait aux femmes de porter un pantalon. On va voir une photo de vous, Najat Vallaud-Belkacem. C'était en 2012. Et à l'époque, vous étiez hors la loi dans votre bureau en tant que ministre. C'est d'ailleurs votre ministère qui a abrogé cette loi. Regardez quand même comment en 1973, on traitait cette interdiction faite aux femmes. Pardon madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire? Non. Elle se montre ainsi publiquement avec la plus large des contractions. Et pourtant, toutes ces femmes sont hors la loi. Interdit, paru au journal officiel? Oui. Tiens, dernière nouvelle. Et plutôt que d'interdire aux femmes de se vêtir de pantalon, mieux vaut adapter le pantalon à la femme. Autrement dit, féminiser le masculin et non pas masculiniser la femme. Voilà, Dernière question, Najat Vallaud-Belkacem. On parlait tout à l'heure de Simone Veil. Elle a été un modèle pour vous. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être un modèle pour d'autres jeunes femmes qui souhaitent s'engager en politique ? Je ne pense pas que nos deux vies, nos deux parcours soient comparables, honnêtement. Il faut raison garder. Néanmoins, je reçois très, très, très souvent, en effet, des témoignages de jeunes filles qui se disent forcément inspirées par l'idée même que puisse exister un parcours comme celui qui a été le mien, et surtout par les engagements et par les causes défendues. Je pense que, en fait, ce que je trouve beau dans ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est qu'il est profondément universel en réalité. C'est qu'en fait, il ne prend pas le parti, contrairement à ce qu'on croit, d'une catégorie de la population contre une autre catégorie de la population. D'abord, il traverse toutes les strates de la population, dans toutes les couches sociales, dans tous les arrondissements, dans toutes les villes et les campagnes de France ou du monde, évidemment. On se retrouve dans ce combat. Donc, il n'y a pas de dimension sociale, entre guillemets. Deuxièmement, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisque chacun comprend bien qu'on a plutôt intérêt à vivre dans une société apaisée sur cette question, dans laquelle ni les femmes ni les hommes ne sont limités, réfrénés en permanence au motif que non, c'est pas comme ça qu'un homme doit se comporter, c'est pas comme ça qu'une femme doit se comporter. Donc, il n'y a rien de plus beau que ce combat-là, et c'est vrai qu'il inspire beaucoup la jeune génération, qui est très radical sur cette question de la lutte contre les inégalités entre les genres. Et j'y suis, pour ma part, très sensible. Voilà le regard de Najat Vallaud-Belkacem sur les droits des femmes et à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Merci à vous, merci à Camille pour ce dossier. On se retrouve mercredi prochain, 22h sur le canal 27 et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux de France Info et de l'INA, émission préparée avec les documentalistes Anne Delaveau et Florence Lucet. Merci à elle et merci à vous de votre présence.